Mon état-major, moi-même, on était parfaitement conscient des faiblesses de cette alliance. Et je peux vous dire qu'en 2014, c'était grande. Les Américains ont pris un poids exorbitant, non seulement dans la masse, mais aussi sur certaines capacités stratégiques. L'idée, c'était vraiment pour le général de Gaulle de se sortir de la mainmise américaine, qui était naturelle puisqu'on sortait de la Deuxième Guerre mondiale. On peut être fier du Rafale, j'y ai modestement contribué au fil des standards qu'on a définis, mais je pense vraiment qu'il faut réinventer l'avenir de la puissance aérienne. Je suis vraiment ravi de partager ça avec vous, parce que je pense que c'est le moment que notre public, que le niveau politique, voire militaire, prenne bien conscience de la valeur de ce que nous avons créé au fil du temps, pour ne pas la dégrader et au contraire continuer à bâtir une défense forte qui nous garantira la paix, la sécurité et le respect de nos valeurs. Bienvenue sur ce premier épisode du podcast du Quartier Général. On va par épisode traiter d'un certain nombre de sujets de fond qui nous concernent, qui sont liés aux structures ou aux crises. Et pour le premier épisode, j'ai la joie d'accueillir le général Jean-Paul Paloméros, qui a été chef d'état-major de l'armée de l'air, mais également, et je vais employer la langue de l'OTAN, l'américain, Supreme Allied Commander, et qui était à Norfolk, donc qui est le deuxième commandant, puisque le premier commandant SACEUR est un Américain et est en Europe. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de l'OTAN, puisque nous sommes à une semaine du sommet de l'OTAN. Sommet important qui se passe à Ankara, qui va durer 2 jours, dans lequel tout le monde tremble à l'idée de voir M. Trump partir avant la fin de la séance, un peu comme au G7. Un sommet important parce que le lien entre les États-Unis et l'Europe est mis en cause au sein de l'OTAN, donc c'est un premier sujet, mais sujet important aussi parce qu'il y a plein de crises. La crise avec l'Iran, bien sûr, où M. Trump s'est plaint que l'OTAN n'était pas présent, mais rappelons que ce n'était pas une crise de l'OTAN. Et bien sûr, la crise ukrainienne qui est sur le continent européen et qui est le sujet le plus important qui touche les Européens aujourd'hui. Donc sur ces sujets, mon général, merci de bien vouloir en parler. Et je voudrais que dans la première partie, on parle d'abord de l'OTAN. Quelle est la situation? Où en est l'OTAN? Quelles sont les billes, si j'ose dire, aujourd'hui au départ du coup? En fait, je crois qu'il faut reposer effectivement les termes du débat en indiquant bien à tous que l'Alliance Atlantique, c'est notre Alliance Atlantique. La France était un membre fondateur et elle n'a cessé d'appartenir à l'Alliance Atlantique. Il y a eu un moment, on pourra y revenir, où nous avons quitté le commandement militaire intégré. C'est au moment où il y avait des milliers d'hommes, des milliers d'Américains en France. Le général de Gaulle voulait sa souveraineté, mais jamais il n'a voulu sortir de l'Alliance Atlantique. Pourquoi? Parce que l'Alliance Atlantique, en fait, c'est un enfant, en quelque sorte, issu de 2 guerres mondiales. Et des hommes, surtout des hommes courageux, qui avaient en tête les effets terribles de ces guerres sur l'Europe et le monde, se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. D'un côté, ils ont créé l'ONU. De l'autre côté, ils ont créé l'Alliance Atlantique en disant, finalement, il nous faut quelque part un bras armé pour que nous puissions défendre nos valeurs, nos intérêts en commun. Ils ont créé le traité de Washington, qui est très clair sur ce sujet. Et bon an, mal an, l'Alliance Atlantique, et donc son organisation qu'on appelle l'OTAN, a vécu son histoire au rythme de la guerre froide, très rapidement, avec pression de Staline, des Américains qui étaient aussi très sollicités déjà dans le monde avec la guerre de Corée. Donc, vous voyez déjà, pour planter le décor, le fait que les Européens ont un rôle majeur à jouer dans cette alliance. Ils l'ont un tout petit peu oublié, on va y revenir par moment. Mais cette alliance, c'est notre alliance. Elle a garanti la paix. Aujourd'hui, l'OTAN, c'est 32 pays. 32 pays, près d'1 milliard de personnes. C'est loin d'être négligeable pour le moins. Et je crois qu'il est bon, effectivement, de se poser la question, quel est le rôle de l'Alliance aujourd'hui? Comment peut-on la fortifier? Comment peut-on la crédibiliser? Et quels en sont les enjeux? Je suis vraiment ravi de partager ça avec vous, parce que je pense que c'est le moment que notre public, que le niveau politique, voire militaire,
prennent bien conscience de la valeur de ce que nous avons créé au fil du temps pour ne pas la dégrader et au contraire continuer à bâtir une défense forte qui nous garantira la paix, la sécurité et le respect de nos valeurs. Alors, vous avez cité deux choses sur lesquelles on va revenir. Le premier point, les 32 pays. On va voir une carte qui va nous présenter un peu les 32 pays qui composent l'OTAN aujourd'hui. Mais je voudrais revenir sur un point particulier, c'est la position de la France. Parce que vous avez eu raison de dire, le général de Gaulle a voulu quitter le commandement intégré, mais jamais l'OTAN. Je cite toujours le fait qu'avant 89-90, j'étais officier opération au 2e corps d'armée. Et je disais à l'époque, le 2e corps d'armée, c'était la réserve du groupe d'armée centre de l'OTAN. Et on travaillait dans l'OTAN tout le temps. Et donc, c'est important de revenir sur la position de la France et puis ensuite de faire un petit peu un panorama de ces pays aujourd'hui qui composent l'OTAN sur la carte qu'on va voir sur le mur à côté de nous. Bien sûr. C'est vrai que cette position française, elle a été mal perçue. Elle a été aussi, il faut le dire, mal employée à des fins plus politiques, de souverainisme, mais de souverainisme dans un sens très fermé, alors qu'en fait, je l'ai dit déjà, mais l'idée, c'était vraiment pour le général de Gaulle de se sortir de la mainmise américaine, qui était naturelle, puisqu'on sortait de la Deuxième Guerre mondiale. Les pays européens, occidentaux, étaient exsangues. Il fallait reconstruire, il fallait entraîner nos pilotes, puisque j'étais pilote de chasse aux États-Unis, il fallait utiliser du matériel américain. On n'avait pas de choix. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, par parenthèse, c'est qu'on ait pu reconstruire aussi vite des capacités militaires en France. Ça, c'est un point qui est à notre honneur et qu'il faut souligner aujourd'hui dans tous les débats stratégiques en disant nous avons été capables de le faire, certes sous la houlette du général de Gaulle, avec une dimension stratégique. Et là, la France, en fait, non seulement elle n'a pas quitté l'Alliance, mais elle l'a renforcée. Pourquoi ? Parce qu'elle a créé sa propre dissuasion nucléaire, à l'époque avec 3 composantes, et qu'elle a donc d'emblée pratiquement pris dès 1964 plus exactement, elle a pris une place éminente dans cette alliance qui compte comme pays à vocation nucléaire, enfin qui ont la puissance nucléaire, les États-Unis, la Grande-Bretagne qui sous une certaine forme est dépendante des États-Unis, et la France qui, elle, est totalement indépendante. Donc la France a non seulement toute sa place, mais elle compte, et il est bien dommage qu'elle n'ait pas fait entendre sa voix plus tôt, parce qu'elle était un petit peu brimée par ce positionnement où on était dedans tout en étant dehors, et malgré tout, nous étions les meilleurs contributeurs des opérations de l'Alliance. On se souvient de l'Afghanistan en particulier, de la Libye et d'autres opérations de l'OTAN, où la France a toujours fidèlement contribué aux opérations avec les moyens qu'elle avait, ses moyens de projection particuliers, au sein de la structure de commandement, mais n'étant pas intégrés, ça nous rendait la vie quand même beaucoup plus difficile, et on l'a vécu, moi je l'ai vécu directement par exemple dans les Balkans. Oui, tout à fait. Et le deuxième point qui est important, je trouve, c'est l'évolution de l'Alliance sur le plan du nombre de pays. Il faut se souvenir que quand l'Alliance a été créée en 1949, il y avait la moitié de l'Europe qui était occupée par l'Union soviétique. Et après la chute de l'Union soviétique, il y a eu un élargissement vers l'Est à la demande des pays, contrairement à ce que on pourrait dire, ce sont les pays qui ont souhaité rejoindre ce monde libre, ce qu'on appelle le monde libre, qui est l'Alliance. Et puis, tout récemment, il y a eu un élargissement. Est-ce qu'on peut parler un peu de cet élargissement de l'Europe, de l'OTAN, pardon, au sein de l'Europe ? Oui, c'est passionnant parce que un premier élément, c'est que l'OTAN est attractif, l'Alliance est attractive. Le fait que des pays, aujourd'hui 32, à l'époque 12, décident de sceller en quelque sorte leur sort en commun, en mettant des capacités en commun et surtout en assurant que si l'un d'entre eux était attaqué, eh bien les autres viendraient à son secours. C'est ça l'article 5 de l'OTAN, du traité de Washington. Eh bien, ça a une vertu extraordinaire pour de nouvelles démocraties. C'est pas sans difficulté, bien sûr. On citait le cas de la fin de la guerre froide et de la chute du mur de Berlin. Il est évident que les pays qui étaient, pour certains, sortis de l'Union soviétique, je pense aux pays baltes en particulier, pour d'autres qui étaient sous le joug au sein du pacte de Varsovie de l'URSS,
n'ont eu de cesse que de vouloir intégrer cette alliance en disant on a besoin pour nous protéger d'un retour possible de la Russie dans nos frontières et une réimposition de la volonté russe. On a besoin de cette alliance qui n'est pas une alliance agressive, qui est simplement une alliance défensive où chacun doit faire son métier et chacun doit pouvoir profiter de la force collective. Et dans cette configuration, donc avec le mouvement particulier globalement dans les années 90, de tous ces pays qui ont rejoint l'Alliance, il y a un mouvement encore plus récent, qui est la Suède et la Finlande, par exemple, qui étaient toujours restés des pays neutres et qui ont rejoint l'Alliance tout récemment. Est-ce qu'on peut en parler et quel est le mouvement qui les a amenés à rejoindre l'Alliance alors que depuis 1949, ils s'en étaient tenus à l'écart, même s'ils participaient parfois aux exercices et qu'il y avait un lien avec l'Alliance? Il est clair que la remontée en puissance des grandes puissances et de la Russie, pour pas la citer, et le fait que, et évidemment ce qui s'est passé en 2014, lorsque j'étais d'ailleurs commandant suprême de l'Alliance à Norfolk, au sommet du Pays de Galles, il y a eu un réveil quelque part. Je ne dis pas que l'OTAN n'était pas endormie, loin de là, mais enfin, invasion de l'Ukraine par la Russie, annexion de la Crimée, c'était le type de violence contre laquelle l'Alliance a été construite. C'était donner aux pays souverains les moyens de faire respecter leur souveraineté, même s'ils sont petits. Il n'y a pas de petits pays dans l'esprit, mais il y a quand même des petits pays qui n'ont pas les moyens de se défendre. Regardez, aujourd'hui, les 3 pays baltes, ce sont les moyens aériens des différents pays de l'OTAN qui assurent leur souveraineté aérienne. Et c'est très bien comme ça. C'est ça l'esprit de l'Alliance. Alors, pour les derniers pays, en fait, moi, je les ai très bien connus puisque j'ai participé à un partenariat très avancé avec eux pour leur permettre, parce qu'on le savait, moi en tout cas, je l'avais clairement affiché, qu'il y a un moment donné dans l'histoire où ils souhaiteraient entrer dans l'OTAN. Et on a tout fait pour les y préparer. Ce qui veut dire que ce soit la Suède ou la Finlande, étaient tout à fait aux normes de l'OTAN. C'est pour ça qu'ils y sont arrivés rapidement. Il y avait juste, si je puis dire, ce petit basculement du politique. Mais ça se jouait à 49-51. Et ils étaient très conscients du fait qu'ils étaient isolés. La neutralité dans notre monde, ça n'existe plus. Et que s'il fallait le faire, il fallait le faire sans trop tarder parce qu'on ne savait pas de quoi l'avenir était fait. Et ils ont eu raison de le faire. Pour l'OTAN, c'est tout bénéfice. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un trou. Si on regarde la géostratégie de l'Alliance dans le Nord, où il se passe des tas de choses, il y avait un trou. Et ce trou, c'était d'abord la Finlande avec 1200 km de frontières directes avec la Russie. Alors, la Finlande n'a jamais démobilisé. Ça, c'est un pays très intéressant. La neutralité n'est pas le neutralisme, quelque part. Et d'un autre côté, la Suède, qui, elle, avait vu passer régulièrement, en particulier, soit des sous-marins ou des avions de chasse ou des bombardiers au-dessus dans son espace aérien, et qui s'était dit... tiens, si je dois appeler quelqu'un à un téléphone rouge, je ne vais pas avoir grand monde au bout du fil. Même si ces 2 pays appartiennent à l'Union européenne, c'est un autre sujet. Alors, c'est intéressant parce que j'ai le sentiment, à voir ces 2 pays qui rejoignent, que l'OTAN se conforte face à la Russie. Et souvenons-nous qu'une opération de l'OTAN qui avait été montée en Afghanistan. Très, très loin de là. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, l'OTAN est revenue à sa raison d'être, qui est la défense du continent européen? Oui, alors là, moi, j'ai vécu en direct cette transformation et il le fallait absolument. On a été nombreux, et moi, c'était mon travail, mon métier comme commandeur suprême avec le commandant suprême en Europe, de faire bien comprendre aux différents pays, au niveau des ambassadeurs, des ministres, des chefs d'État, des chefs d'État-major, qu'il était révolu le temps peut-être des opérations hors zone d'intérêt de l'OTAN, ce qui est possible si tous les pays sont d'accord, c'est ce qui était le cas en Afghanistan, même s'ils ne fournissaient pas tous de force, mais qu'il fallait commencer par regarder chez soi et voir monter ces menaces de différentes natures, constater que la Russie se réarmait, constater que les propos de ses dirigeants étaient de plus en plus virulents et qu'en particulier,
ils en voulaient, et on pense à M. Poutine, ils en voulaient beaucoup à ces pays traîtres, entre guillemets, dans sa bouche, qui avaient quitté le pacte de Varsovie et qui avaient surtout quitté le protectorat russe pour se jeter, selon leur bonne volonté et leur démocratie, parce que c'est eux qui l'ont demandé et c'est eux qui ont prouvé qu'ils étaient capables de le faire, pour rejoindre l'Alliance Atlantique. Et ça a été effectivement un camouflet terrible pour M. Poutine. Et je pense que ce n'était pas une bonne raison pour ne pas le faire. La preuve, c'est que ces pays-là, maintenant, il n'y a pas... La différence, elle est instantanée, quoi. L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN pour différentes raisons. Les pays baltes le sont, la Pologne l'est, et tous les pays de l'Est, si je puis dire, de l'ancien pacte de Varsovie, ça change complètement leur vie, ça change leur perception à la fois de la menace et de la défense, comment dirais-je, de la force d'une défense collective telle qu'elle est organisée au sein de l'Alliance. Ce qui n'est pas sans difficulté. Et peut-être pour bien expliquer la manière dont ça fonctionne, l'Alliance, c'est une alliance politique, comme toute alliance qui a un but politique, stratégique. Mais cette alliance politique, elle n'a de sens que si ses outils, ses capacités militaires sont crédibles. S'ils ne sont pas crédibles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la défense collective n'est pas crédible, et à ce moment-là, ça ne leurre personne. Et c'est ça le travail d'un commandeur suprême, opérationnel, et pour la transformation, c'est-à-dire la préparation à l'avenir, c'est de donner à l'Alliance les moyens pour le présent, pour le futur commence aujourd'hui, pour le présent, le futur de court terme, mais aussi sur le long terme. Évidemment, c'est plus difficile pour justement affronter tous ces débats. Par exemple, en 2014, en 2015, avant de quitter mon poste, j'ai fait mon dernier briefing, je m'en souviens comme si c'était hier, au ministre de la Défense et ministre des Affaires étrangères qui étaient réunis dans un seul et même symposium. Je leur ai présenté les menaces hybrides. On était en 2015. Pour commencer à les préparer en leur disant, voilà, c'était assez facile, on avait toutes les leçons déjà de l'Ukraine, et évidemment, il fallait le pousser. C'est ça aussi l'intérêt, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui viennent de milieux différents, qui sont tous très motivés par leur tâche, et qui essayent de travailler ensemble sur un but commun qui est clairement l'avenir des démocraties, nos valeurs et nos intérêts communs. Très bien. Vous faites l'introduction de l'autre partie que je voulais voir, c'est-à-dire qu'on est à une semaine maintenant du sommet de l'OTAN, du sommet d'Ankara, avec toutes les problématiques qu'il y a en cours, c'est-à-dire les crises qu'il y a en cours, mais aussi la transformation de l'OTAN. Et donc, qu'est-ce que vous voyez comme dans ce sommet, quels vont être les sujets importants qui vont être soulevés au sein de cette alliance, avec à la fois des problèmes, bien sûr, d'organisation, mais les leçons apprises, si j'ose dire. Vous disiez en 2015, vous aviez les leçons de ce qui s'était passé en 2014. Bon, maintenant, il s'est passé encore plus de choses depuis 2022. Et donc, voilà, comment est-ce que vous voyez, comment on aborde ce sommet la semaine prochaine? Il y avait un point, j'ai beaucoup étudié l'OTAN avant de prendre mes fonctions de commandeur stratégique, évidemment. C'était des postes de haute responsabilité et surtout de devoir de faire progresser l'Alliance, ce qu'on appelle la transformation, hein, prendre le passé, essayer de l'exploiter, vivre au présent et surtout se projeter sur l'avenir. Et il y a une chose qui m'a frappé, j'étais pas le seul, hein, mais elle se disait un peu à voix feutrée, c'est quand même... moi, j'étais chargé de l'audit des forces de l'OTAN pour préparer leur avenir. Donc, mon état-major, moi-même, on était parfaitement conscient des faiblesses de cette alliance. Et je peux vous dire qu'en 2014, c'était grande. Il y avait des brigades qui étaient des brigades de papier, qui étaient inscrites sur le papier. Je ne parle pas des stocks, je ne parle pas des munitions. Tout ça, c'était rentré dans notre logiciel, si vous voulez. Et quand on a vu tout ça, on s'est dit, il va falloir sérieusement... alors, avant 2014, c'était encore plus difficile parce qu'on n'avait rien de vraiment tangible, même si on sentait la menace. Mais après, ça a commencé à monter en puissance. C'est là d'ailleurs que j'ai proposé aux pays de l'OTAN, aux chefs d'État, de fixer cette barre de 2% d'investissement de leur pays bas, parce qu'il fallait qu'ils comprennent bien qu'il y avait un enjeu. C'était pas en leur disant, il manque une brigade par-ci, une brigade par-là. Et donc, c'est comme ça qu'on a construit, en fait, qu'on a essayé de reconstruire, de partir à la reconstruction. Ce faisant, on a simplement fait le constat que les autres pays de l'OTAN
les autres, c'est-à-dire tous sauf les États-Unis, n'avaient pas fourni les efforts nécessaires pour assurer leurs devoirs. Parce que dans le traité de l'OTAN, il y a des devoirs et il y a des droits. Tout le monde se tourne vers les droits, le droit à la défense collective, en oubliant un peu que c'est marqué aussi, si je ne m'abuse, dans l'article 3 de l'OTAN, que chacun, à titre individuel et collectif, doit faire les efforts nécessaires pour que cette défense collective, elle soit partagée, le fameux partage du fardeau, burden sharing, en particulier entre les États-Unis et les Européens, pour faire simple, et puis et que on puisse finalement équilibrer ces efforts. Or, pendant des années et des décennies, nous, Européens en particulier, on s'est un peu laissé aller, bien sûr, on était sur une pente descendante, ce qui amène à la crise qu'on vit, en particulier depuis Donald Trump. Mais vous savez, le premier président à avoir souligné la question que je viens d'évoquer, les droits et les devoirs, c'est pas Donald Trump, c'est même pas son prédécesseur, c'est Eisenhower, l'ancien commandant suprême, pour le coup, des forces, le premier commandant suprême en Europe. Et il a dit, et à ce moment-là, comme je le disais tout à l'heure, les Américains étaient engagés en Corée, ils sentaient bien que Staline, le souffle chaud de Staline commençait à être un peu trop pesant, et il avait dit, il faut réarmer les Européens, et en particulier l'Allemagne. Ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, mais il avait raison. Il avait raison, et malheureusement, tous les présidents américains, pratiquement tous, ils l'ont dit avec une certaine politesse en ce qui concerne les derniers, avant M. Trump. Et Trump, il est rentré plein pot, plein fer, si vous utilisez cette expression, dans le débat. Je l'ai vu monter, moi, en puissance en 2016. On s'attendait au pire. Heureusement qu'on avait fixé cette barre de 2%, parce que je pense qu'il en aurait demandé plus. D'un autre côté, on est en train de se rendre compte qu'il en fallait plus. Vous ne pouvez pas forcément... Vous savez, on ne peut pas renverser la machine, elle est lourde, et on voit bien que quand on parle de point de PIB, on ne parle pas de n'importe quoi, c'est la vie d'un pays, c'est ses choix démocratiques, c'est un équilibre. Donc, ça a été une période passionnante, mais qui n'est pas terminée, parce qu'il faut non pas achever le travail, mais le poursuivre, et il faut surtout essayer de garder les Américains à bord, dans l'esprit et dans la forme, dans les capacités. Dans l'esprit, c'est qu'on sache que les États-Unis sont toujours un des membres de l'Alliance, très actif et persuadé que l'Alliance apporte toujours cette paix, cette sécurité telle qu'on l'a voulu à sa création. Et donc, il faut que ce soit des alliés fiables. La grande question, c'est est-ce que les États-Unis, si un article 5 se déclenchait, seront là? C'est ça la question de la réunion des chefs d'État telle qu'on va la vivre. Il faut continuer à consolider les bases, écouter ce que Donald Trump et ses ministres ont à nous dire, mais d'un autre côté, lui montrer qu'on n'est pas restés, nous, Européens, les deux pieds dans les mêmes sabots, et qu'il y a eu des perspectives, il y a eu des budgets qui sont en augmentation, et puis il y a une transformation, j'en finis par là, il y a une transformation qui doit, elle, être accélérée, parce qu'on voit que les modes d'action, on voit que les outils, les capacités changent de nature. L'Ukraine nous l'a montré, l'Iran aussi sous une certaine forme. Donc plus que jamais, l'OTAN doit continuer à préparer son avenir, continuer à investir au niveau nécessaire, mais surtout bien réfléchir aux modes d'action qui doivent être les leurs pour dissuader la Russie et tout autre pays qui viendrait s'en prendre finalement à nous, mais pour l'instant, on ne voit pas bien qui ça pourrait être. Dans l'esprit qui est relativement simple, on se fait respecter si on est fort, et d'autant plus dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il faut dissuader, et la meilleure dissuasion, c'est la force. Alors, avant de passer au mode d'action et aux armements, par exemple au type d'armement, je reviens sur deux points que vous avez soulignés, c'est-à-dire l'augmentation budgétaire, et puis arriver à arrimer les États-Unis. Alors, si vous permettez, on laissera arrimer les États-Unis à l'Europe, on verra ce qui se passera dans une semaine. Bien sûr. Mais sur le budget, moi je suis frappé d'une chose, c'est que tout le monde cherche à être le bon élève. Alors, vous avez les Britanniques, qui pourtant vont bientôt changer de gouvernement, qui s'empressent de présenter un nouveau budget pour qu'avant le sommet, ils disent, vous voyez, on a fait un effort. La France, une nouvelle LPM, présente aussi, vous voyez, on fait un effort. Les Allemands annoncent 100 milliards, vous voyez, nous aussi, on fait un effort. Donc on a l'impression que ce que vous dites, c'est-à-dire que le reproche qui a été fait aux Européens
de pas beaucoup investir, a été pris en compte et qu'il cherche à l'afficher avant ce sommet de façon à ne pas passer sous la critique du président Trump. Alors, on verra ce qu'il dira sur l'Espagne, qui n'a pas exactement les mêmes chiffres, mais il risque évidemment de choisir les bons élèves et les mauvais élèves. Et là, il y aura la nécessité pour les Européens de montrer leur unité, malgré les faiblesses de certains, parce que quand on regarde la Pologne, évidemment, elle est à plus de 4%. On regarde les pays baltes aussi, bien sûr, mais ce sont les gens qui sont en première ligne. Donc, dans cet effort financier, on sent que le président Trump et les présidents précédents, vous avez raison de le faire, ont atteint leurs objectifs. Il y a une prise en compte par les Européens de ces finances. Je voudrais maintenant qu'on passe à un autre sujet qui sera peut-être abordé, que vous avez déjà abordé, c'est le changement de la guerre. Le général de Braque, aux avant-postes de cavalerie légère, pour moi, il est cher à mon cœur, dit toujours « on apprend la guerre que de la guerre ». Et donc, on apprend la guerre par l'Ukraine aujourd'hui, qui fait la guerre depuis 4 ans. Et quels sont les éléments majeurs que l'OTAN retient dans cette projection vers l'avenir, dans sa réorganisation, à la fois peut-être d'organisation des commandements, mais aussi sur les armements. Vous parliez de la guerre hybride que vous aviez déjà annoncée en 2015. Quels sont les éléments qui risquent d'être retenus et qui restent pas forcément d'être... Les spectateurs le verront peut-être pas parce que ça va pas sortir, mais qui vont être discutés dans ce sommet dans une semaine. À mon sens, il y a au moins trois thèmes qui vont émerger. C'est le partage capacitaire, en quelque sorte, et le comblement des trous que pourrait ou qu'amènerait un repli, un retrait, une diminution de l'effort consenti par les Américains au service de l'Alliance. Ça, c'est la clé parce que, comme au fil du temps, on ne va pas revenir là-dessus, les Américains ont pris un poids exorbitant, non seulement dans la masse, mais aussi sur certaines capacités stratégiques. Alors, en construisant la transformation de l'OTAN, on a essayé de pallier un peu ça, mais il y a des domaines, j'en prends un, et ce n'est pas au hasard, pour la défense antimissile, face aux missiles balistiques, et on a vu qu'il y en a qui étaient très sophistiqués, hypersoniques, j'en passe, et des meilleurs, et que pour l'Iran, c'est devenu quand même une arme de dissuasion conventionnelle, c'est pas rien. L'Iran s'est apporté de missiles, pour le coup, des premiers pays de l'Alliance, la Turquie pour ne pas la citer, on a vu Chypre, on a vu... Donc, ça, c'est un domaine où les Européens avaient tout simplement fait l'impasse. Parce qu'ils étaient sous le parapluie américain. Et il faut se souvenir que c'était à Chicago, en 2010, il y a eu un débat terrible sur le bien fondé ou non d'une défense antimissile balistique de l'OTAN. La France n'y était pas favorable. Pourquoi ? Parce qu'il faut dire les choses comme elles le sont. Parce qu'elle voulait préserver, à juste titre, l'essence de sa dissuasion nucléaire, et qu'elle sentait peut-être par là qu'il y avait un coin qui était enfoncé. Mais on se rend compte aujourd'hui que le nucléaire dissuade du nucléaire, mais qu'il y a des seuils et qu'il y a des moyens de contourner cette dissuasion. Donc, et ça, c'est une prise de conscience qui est très vive, parce que d'un côté, il faut absolument pas... Il faut garder cette arme d'équilibre stratégique nucléaire, la dissuasion, et on a la chance, le bonheur, l'héritage, vous l'avez dit, la 4e République, général de Gaulle. Mais d'un autre côté, ce que nous démontre l'histoire, c'est qu'on ne peut pas faire l'impasse. En 2002, j'ai présenté, quand j'étais responsable des plans en termes capacitaires, une nouvelle programmation au nouveau pouvoir, et j'ai essayé d'expliquer qu'il y avait 2 domaines qui me paraissaient émergents, c'était mon boulot, pour l'avenir lointain, c'était la défense antimissile et les drones. Bon, on était sous contrainte, évidemment, et il y a des témoins et des témoignages pour le montrer, mais j'en tire aucune fierté, simplement pour dire que c'est difficile de mener une transformation quand on est sous très forte contrainte. Cette contrainte, elle existe toujours, il faut le reconnaître. Le débat politique dans notre pays et dans bien d'autres pays rend l'exercice difficile, avec cette contradiction où, me semble-t-il, en tout cas, une bonne partie de l'opinion soutient la remontée en puissance des forces de défense, voire même le service militaire,
Et de l'autre côté, l'autre moitié, où c'est les mêmes, veulent que le modèle social soit préservé. Et c'est très compréhensible. Et pour moi, le débat, forcément il faut en arriver là, le débat de futures élections, il doit se centrer sur ce sujet. Parce que on disait tout à l'heure que les pays veulent être des bons élèves. C'est normal, ils ont aucune envie et aucun intérêt, bien là, ils ont même une crainte, une peur que les Américains baissent les bras. Je ne pense pas que ça se passera. Je vais vous donner mon point de vue si vous le souhaitez. Mais il y a cet antagonisme, et on a vu le discours du Premier ministre partant anglais, il était marqué un peu de cette note d'équilibre entre... il faut investir dans la défense, il n'y a aucun doute. Investir dans la défense, c'est aussi investir dans les hommes. Parce qu'on finit par l'oublier, on voit des beaux drones, il y a des tas de... Bien sûr, la robotisation et l'automatisation sont au cœur du débat, mais derrière, il y a quand même des hommes pour construire tout ça, pour les animer. Peut-être que le rôle du combattant va changer, mais il en faudra toujours. Il sera mieux équipé. Et c'est ça, ce qui se vit aujourd'hui dans la transformation de l'OTAN. L'intérêt de l'OTAN, c'est que vous avez 32 pays, et ils sont tous très intelligents. Enfin, ils apportent quelque chose, et il faut les écouter. Et je crois que ce qui se passe en Ukraine, on aurait tort de ne pas l'écouter. D'ailleurs, les Ukrainiens sont des partenaires très avancés avec l'OTAN, donc profitons-en. Oui, et au passage, vous dites que la défense, c'est de l'investissement dans les hommes, mais aussi dans l'innovation, dans l'industrie de défense. Il y a énormément de moyens qui sont mis en place là-dedans. Et dans ces... Alors, déjà en 2002, vous parliez des drones, vous parliez de la guerre hybride en 2015. Aujourd'hui, l'OTAN doit faire effort. Alors, bien sûr, vous le disiez à propos de la défense contre les missiles balistiques, mais aussi dans les drones, où ce qui s'est passé depuis 4 ans en Ukraine est quand même une leçon majeure, avec une accélération de l'innovation qui est absolument fabuleuse. Il y avait le salon Eurosatory il n'y a pas très longtemps, où on allait découvrir un peu tous ces nouveaux matériels, et c'était frappant, j'y suis allé d'ailleurs, sur les stands ukrainiens, le nombre de nouveaux matériels qui étaient présents, et les visiteurs qui venaient voir ces choses-là. Donc, on a parlé à un moment, vous en souvenez peut-être, quand l'OTAN a été touché par des drones russes qui tombaient en Pologne, en Roumanie, etc., on a parlé d'un mur anti-drone. Et moi, j'ai toujours dit à l'époque, attendez, ça c'est quand même c'était les Européens qui en parlaient, hein, Madame von der Leyen en particulier. Je lui disais, attention, c'est pas son boulot. Ça, c'est le boulot de l'OTAN. Est-ce que dans ce cadre-là, comment est-ce que ça peut se réorganiser à l'avenir? Parce que, bon, que chaque pays prenne en compte cette menace, c'est bien, mais il y a une menace commune là-dedans. Non, je pense que ça va amener inéluctablement, ça prend un peu de temps, mais ça va amener inéluctablement à des transformations de doctrine assez puissantes. Et là, nos successeurs, et je pense en particulier à l'amiral Vendier, qui est commandant de la transformation aujourd'hui, toujours à Norfolk, ils ont un rôle majeur à jouer. Parce qu'on est dans un nouveau monde. Il faut oser, il y a pas mal de choses à faire évoluer, en bâtissant, comme les Ukrainiens l'ont fait, très courageusement, sur leur connaissance, sur l'existant, et surtout avec ce sens d'une certaine urgence. La guerre, c'est pas demain, il faut considérer que c'est aujourd'hui. Donc, peut-être un point, l'accumulation des moyens ne constitue pas en soi une capacité. Il ne faut pas confondre le volume nécessaire et l'accumulation de micro-capacités. Donc, je ne suis plus à la tête de la transformation de l'OTAN, mais si je le vivais en ce moment, je pousserais très fort pour qu'il y ait une cohérence entre doctrine d'un côté et emploi, et surtout définir une doctrine qui soit certes assez souple, comme les ont fait les Ukrainiens. Je souligne quand même que le ministre Fedorov ukrainien est à l'origine, hein, c'est un jeune ministre très, très puissant et vraiment que j'admire beaucoup, qui était ministre du numérique, qui a sans doute sauvé l'Ukraine d'une catastrophe lorsque les Russes ont attaqué ses moyens de communication, grâce au partenariat qu'il avait lui-même noué avec Starlink et avec M. Musk. Ça a marqué l'histoire ukrainienne. Et à partir de là, des gens comme lui, comme Fedorov, ont bien compris qu'il fallait optimiser les effets, créer des structures qui sont
avec tout l'approche système, si vous voulez, qu'on connaît maintenant, où l'information transite très vite, où le combattant est devenu un outil, il est devenu à la fois un combattant classique, mais il est aussi un capteur, un receveur, et c'est un acteur du champ de bataille, depuis le combattant jusqu'à la section, en passant évidemment par les brigades. Donc il y a à la fois cet aspect doctrinaire qui appartient plutôt au côté opérationnel sécure, mais qui est inspiré par le commandement de la transformation, et tirer les meilleures parties. Il y a un centre d'excellence, mais il y a aussi un centre de l'OTAN qui s'occupe des leçons apprises. C'est le moment de le faire fonctionner. Je sais qu'il fonctionne à plein, en se disant, essayons de trier un petit peu là-dedans, parce que la guerre que mène l'Ukraine contre la Russie, légitime, ça ne sera peut-être pas la guerre que nous aurons nous-mêmes à affronter. N'empêche que l'idée qu'une vie humaine, ça a un coût, ça c'est un des principes de Fedorov, et il a parfaitement raison, et qu'on ne peut pas, ni moralement, ni d'une manière très pratique, perdre autant de jeunes hommes et de jeunes femmes d'ailleurs sur des théâtres de bataille. Ça reste une idée qui doit nous marquer aussi. Donc, cette transformation-là, on n'a pas le droit de la rater. En gros, on n'a pas le droit de la rater. Je ne veux pas donner des leçons. Quand on n'est plus en service, on n'est plus en service. Mais j'imagine quand même assez bien des réunions, des ensembles capacitaires, beaucoup plus dynamiques. Je ne dis pas qu'il faut faire sauter les armées telles qu'elles existent. Elles ont un rôle de cohérence, elles ont un rôle essentiel, motivation et autres. Mais il faut créer cette dynamique interarmée et interalliée qui va permettre de faire ce que fait l'Ukraine à grande échelle, et surtout de montrer aux Russes, si nécessaire, que nous sommes prêts, que l'Ukraine nous a appris des leçons, et que l'OTAN, plus que jamais, a des capacités de très haut niveau et qu'il faut les garder, et y compris la dissuasion nucléaire de certains pays, y compris sa propre dissuasion nucléaire, mais qu'on saura aussi faire face aux guerres hybrides, on saura aussi utiliser des moyens de frappe dans la profondeur. Et ça, c'est quand même une des grandes leçons de ce qui est en train de se passer. Aller frapper dans la profondeur l'adversaire d'une manière massive, ça, l'OTAN doit savoir le faire, incontestablement. Alors, merci beaucoup d'avoir cité les hommes et cette réflexion et cette attention que dans l'OTAN, on apporte aux hommes, aux soldats, la vie d'un homme. On a l'impression que du côté russe, c'est pas tout à fait le même acabit, et que envoyer des soldats à la mort, ça fait partie de leur rôle, alors que nous, on les envoie au combat et non pas à la mort, et qu'on doit préserver leur vie, c'est un point important. Je voudrais aborder un autre sujet, donc lié bien sûr à cette transformation de l'OTAN et au sommet qui se tient dans une semaine, c'est comment les Européens, dans un monde otanien où les Américains, non pas s'en aillent, je suis d'accord avec vous, ils vont pas partir, mais s'éloignent, comment est-ce que les Européens peuvent revoir la distribution des rôles à l'intérieur de l'OTAN? On sait bien que dans l'OTAN, il y a un leader, c'est l'Américain. Donc le leadership, tout le monde suit, ça va bien. Moi, je me souviens à Dresde, il y a quelques années, les Polonais ayant rejoint l'OTAN, et dans le triangle de Weimar, j'y étais allé avec des Allemands pour faire de la formation, et les Polonais, le petit doigt sur la couture du pantalon, dites « Chef, dites-nous comment il faut faire ». Et je leur ai dit « Non, attendez, on est dans l'OTAN, on va voir, on va étudier ensemble et on va prendre une décision commune ». Et ils étaient très surpris, évidemment, venant du pacte de Varsovie, obéissant aux Russes, qu'on ne fasse pas la même chose dans l'OTAN. Alors, en revanche, dans l'OTAN, il y a les poids lourds. Il y a la France, bien sûr, notre pays, avec le poids singulier de la dissuasion nucléaire, mais il y a aussi le Royaume-Uni, avec son rôle majeur, toujours un deputy secure américain, globalement. Les Allemands qui ne conçoivent pas la défense hors de l'OTAN. Il faut se rappeler que la chaîne de commandement, elle va directement à l'OTAN, elle n'a pas la même chaîne de commandement que nous. Et puis les Polonais, qui sont en première ligne, les premiers à devoir combattre s'il y a quelque chose, et à avoir augmenté considérablement leur poids. Donc comment est-ce que vous voyez aujourd'hui cette répartition des rôles et la problématique qui va se poser si un leadership, mettons les Américains, disent « Ok, on reste dedans ». En particulier, ils ont pris une décision sur l'arme nucléaire en disant on va moderniser les armes nucléaires qui sont mises en place. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas partir s'ils les modernisent. Mais on retire des hommes et finalement la défense de l'avant, si j'ose dire, c'est votre problème.
et organisez-vous. Comment est-ce que vous voyez les choses? D'abord, on ne peut pas passer sur la défense nucléaire de l'OTAN parce qu'il faut bien faire comprendre à chacun de quoi il s'agit. Les Américains ont toujours eu à cœur dans l'OTAN, enfin de très longue date, d'assurer une sorte de partage du fardeau nucléaire, en disant nous ne voulons pas être les seuls à porter ce fardeau. Il y a donc des pays, la France a développé sa propre dissuasion nucléaire, mais les Américains ont souhaité que l'OTAN en soi ait cette capacité. Et après moult palabres et du temps passé à cette réflexion, ils ont abouti à un équilibre qui est ce qu'il est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Américains fournissent effectivement une bombe qui est modernisée. Maintenant, ça y est, cette modernisation est terminée. Une bombe nucléaire, classique, gravité. Et certains pays ont décidé, d'un commun accord, de participer à cette composante en armant leurs chasseurs, les chasseurs qu'ils ont. Il se trouve que leurs chasseurs, c'est aussi des chasseurs de fabrication américaine. Ça aide en termes d'interopérabilité. Les F-35, pour ne pas le dire. Et là, on a la Belgique, la Hollande, l'Italie, l'Allemagne, la Turquie, ça reste un point d'interrogation, qui contribuent donc à cette mission. Mais une mission qui est sous la double coupe de l'OTAN d'un côté, mais aussi du président américain, puisqu'au bout du compte, c'est lui qui déverrouille le système. Et ça, c'est une mission. Et effectivement, le fait que les Américains, pour l'instant en tout cas, ne veuillent pas y toucher, ça prouve qu'ils y croient et ça prouve qu'ils ressentent bien l'intérêt de rester au sein de l'OTAN, mais d'une manière peut-être différente. Comment ça pourrait se passer ? Moi, j'ai rejoint un petit peu ce scénario dans ma tête en prenant les références de ce que j'avais vu. Là où ils peuvent vraiment influer, c'est dans les plans de l'OTAN. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a des répartitions de capacités. On essaye de limiter le rôle des Américains dans une certaine capacité à au maximum 50%. On n'y est pas, surtout dans des capacités critiques. Et ils vont, à mon avis, retirer des plans à certains volumes de force, à déterminer des capacités en disant non, nous, on ne pourra pas donner plus que ça, y compris pour un article 5. Donc, après, l'avenir sera ce qu'il sera. Hein. Le président qui sera en place à cette époque-là, il fera ce qu'il voudra. N'empêche que, par principe, ils vont retirer ça en disant maintenant, on ne peut pas tout faire. On a ce fameux pivot sur l'Asie qui se matérialise. Il se passe des tas de choses au Moyen-Orient. Donc, vous, les Européens, il va falloir que vous compliez le trou. Alors, la question, évidemment, se pose de savoir de quelle nature est ce trou. Est-ce qu'on croit ou non, par exemple, à la défense antimissile ? Là, pour le coup, je pense qu'on a quand même intérêt à y croire sérieusement maintenant. Et comment les Européens s'organisent. Je pense que les termes même, en admettant que les Américains vraiment prennent du recul, le traité de Washington, il n'a pas pris une ride. Il n'y a aucune raison pour qu'il soit remis en question. C'est simplement comment on l'alimente, en quelque sorte, comment on assure sa crédibilité. Et c'est là que les Européens, en s'appuyant à la fois sur l'existence, sur leurs efforts d'investissement qui sont réels, sur l'aptitude de travailler ensemble, et c'est sans doute ça la clé, sur ces domaines capacitaires, créer des synergies, et malheureusement, on a un mauvais exemple, on l'abordera peut-être tout à l'heure sur le futur de système de combat aérien, créer des synergies de cette nature, qui ne soient pas simplement acheter tous le même équipement, en particulier américain, mais qu'ils se mettent d'accord sur l'évolution, on en parlait tout à l'heure, des doctrines, de manière à être beaucoup plus efficaces, et puis montrer que eux, finalement, l'alliance, elle existe toujours, qui la constitue. C'est un peu la coalition des volontaires, en quelque sorte, telle qu'elle se manifeste en soutien à l'Ukraine, qui pour l'instant a bien tenu le choc, intégrer bien sûr le Canada, un pays qui compte énormément et auquel il va falloir faire très attention, la manière dont on le traite et ce qu'il va pouvoir apporter, c'est la Turquie. N'oublions pas que c'est quand même le deuxième pays en termes numériques derrière les États-Unis, en termes de force, et qu'il a un rôle très spécifique en moment justement où les choses ne se passent pas très bien au Moyen-Orient. Donc, c'est loin d'être perdu, et il faut avoir le courage de regarder les choses en face. Plus on aura ce courage, et plus on aura des solutions à apporter, et plus on pèsera sur la décision des Américains. Si les Européens commencent à montrer qu'ils sont capables, eux aussi, de faire leur transformation, leur révolution, il manque peut-être un commandement de la transformation pour ça en Europe. Moi, j'aurais bien voulu assurer les deux rôles parce que je me sentais très à l'aise.
il y a 23 pays de l'Union européenne qui appartiennent à l'OTAN. C'est une large majorité. Et les autres ne sont pas intéressés, l'Irlande et l'Autriche ne sont pas intéressés. Donc maintenant, et grâce à la rentrée de la Suède et de la Finlande, il y a une adéquation. On peut parler maintenant sérieusement du pilier européen qui inclut bien sûr la Grande-Bretagne, qui inclut la Norvège, qui a des moyens et des finances, et qui inclut donc les pays qui pour l'instant semblaient travailler de manière dissociée. Donc c'est le moment. Alors oui, mais il y a un sujet fondamental, c'est que cette défense de l'Europe, qui a toujours été considérée comme étant l'OTAN en fait, l'Europe, Union européenne, ne s'est pas équipée pour ça. Il n'y a pas de shape. Il n'y a pas... Alors, j'entends bien et je prends la balle au bon, la coalition des volontaires, très intéressant parce que c'est un bon test. On fait rentrer les Européens dedans, y compris les Turcs d'ailleurs, qui ne sont pas européens, mais la mer Noire, évidemment, c'est essentiel. Donc, comment est-ce qu'on voit ça ? C'est-à-dire que comment est-ce que, j'allais dire, non pas le bas du spectre, ça serait péjoratif de dire ça, mais la coalition des volontaires, c'est un commandement opératif. Donc, qui est mis sur un terrain d'opération qui se trouve être l'Ukraine. Donc là, on peut rester entre Européens, il n'y a pas d'Américains dedans. Mais au-dessus, shape, c'est quand même les Américains. Comment est-ce qu'on voit ça ? Tout dépend du rôle que souhaiteront tenir les États-Unis. Mais si on part du principe, c'est mon appréciation, qu'ils ne vont pas claquer la porte comme ça, qu'ils ont toujours des intérêts en Europe et qu'ils veulent être présents. On peut imaginer, mais d'ailleurs c'est un peu ce qui est en train de se faire à bas bruit, si on regarde de près, pas rentrer dans les détails, mais la répartition des commandements de terrain, des Joint Force Commanders par exemple, des commandements de composantes, les Américains veulent rester présents mais sous une autre forme. Ils veulent peut-être plus être en première ligne dans certains domaines, mais ils veulent s'assurer quand même que leurs moyens, l'emploi de leurs moyens est bien traité. Donc, je ne les vois pas, à ce titre-là d'ailleurs, je ne les vois pas abandonner le poste de commandant suprême en Europe, qui d'ailleurs a deux casquettes, puisqu'il est commandant suprême de l'OTAN, mais il est aussi patron des forces américaines en Europe. Ça lui permet de jouer sur les deux tableaux, qui sont complémentaires, bien sûr. Mais je pense qu'ils vont prendre un peu de recul sur les moyens. La structure, pour répondre à votre question, la structure de commandement, de toute façon, il faut la faire évoluer. C'est normal, ça fait partie de la transformation. Il n'y a pas de structure stable. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, ça serait un péché, peut-être pas mortel, mais un péché quand même de ne pas se poser des questions sur les autorités d'emploi. Comment, à un moment donné, on synergise les capacités pour en faire, pour prendre l'ascendant sur l'adversaire. Ça, c'est ce que les Ukrainiens ont appris à faire. Bien, il faut que nous, OTAN, Européens, on soit capables maintenant de créer. Alors, il y a des évolutions, peut-être. C'est l'idée peut-être d'avoir un commandement de la transformation opérationnelle, quelqu'un qui puisse à un moment ou à un autre définir, préparer les doctrines, ou c'est peut-être au commandement de la transformation de le faire, c'est plus à moi de le dire, mais c'est un peu comme ça que je le verrai, de manière à ce que la transformation soit totalement, et c'est ça en fait l'enjeu, que la transformation soit totalement inscrite dans les racines et dans les cerveaux des combattants et de leurs chefs. C'est-à-dire maintenant, les plans ne peuvent pas être figés. Ils peuvent être figés au niveau stratégique, il faut qu'ils le soient, mais en termes tactiques, ils doivent être très souples d'emploi et surtout intégrer de nouvelles capacités tout en essayant de stabiliser les domaines qui sont les plus stratégiques. C'est une période fascinante, elle n'est pas sans risque, mais c'est le prix à payer si on veut que cette alliance et que nous, Européens, on puisse continuer à vivre libre, à vivre en paix, et puis à se faire respecter. Alors moi, je voudrais aborder maintenant, après avoir traité globalement des sujets de l'OTAN, deux sujets particuliers. Et le premier que je voudrais amener sur la table, c'est le Groenland. On a vu la pression mise par le président Trump sur le Groenland, avec sa façon un peu cow-boy de dire moi, je veux annexer le Groenland. On a sur cette carte le Groenland, et on voit bien la situation géographique du Groenland. Et à l'époque, il y a eu un blocage de la part des Européens en disant « Attendez, le Groenland, il appartient au Danemark. Certes, il est autonome, mais c'est quand même le Danemark, un pays européen, et ça se fait pas comme ça. Et on va pas envahir le Groenland, ce qui était un peu la menace, au moins dans les médias. On va pas envahir le Groenland comme ça. Donc moi, j'aimerais bien, dans ce cadre-là,
vu de votre point de vue, est-ce que le Groenland était intégré déjà avant dans cette vision de la défense de l'OTAN ou pas? Et comment vous voyez les choses aujourd'hui que, j'allais dire, on a dégonflé le ballon de l'agression entre les États-Unis et les Européens, mais que je pense le sujet progresse quand même. Je pense que Donald Trump, il a au moins un mérite, c'est qu'il met le doigt sur des sujets qui sont des vrais sujets, qui sont des vraies questions. Et le Groenland, entre autres, mis en perspective ce qui se passe dans le Grand Nord, le High North, comme on appelait ça à l'OTAN, ça m'a fasciné quand j'étais à Norfolk, parce que, évidemment, dans notre rôle de transformation, on s'intéressait beaucoup. On a eu un mal de chien à entamer une discussion, j'en arrive à la réponse, mais on a eu un mal de chien à entraîner une discussion là-dessus. Pourquoi ? Parce que les pays du Grand Nord, il y en a qui sont certes au sein de l'OTAN, mais qui sont aussi en bisbille assez forte sur le Grand Nord futur. Je pense au Canada et aux États-Unis. Et c'est pour ça que je disais, le Grand Nord, c'est pas forcément... On a soulevé le sujet. Et ce faisant, on s'est rendu compte, et c'est vrai que le Groenland, sans faire offense à nos amis danois, n'était plus défendu. C'est paradoxal. Et là, Trump, il a totalement raison. Alors, ce qu'il oublie, c'est qu'il y a un accord de défense que tout le monde ne connaît pas, mais c'est pas grave, entre le Groenland et plus exactement les autochtones, les autorités autochtones et les Américains, pour que les Américains puissent faire à peu près tout ce qu'ils veulent au Groenland. Et pendant la guerre froide, je crois qu'ils avaient une 50aine de bases. Il faut avouer que c'est pratique, le Groenland. D'abord, ça verrouille complètement l'arrivée depuis la mer de Barents et donc le transit des moyens navals, aériens de la Russie, c'est pas rien. Et c'est un point clé. Si la Russie veut envahir à un moment ou à un autre le Groenland, elle aura pris un pied sur le sol de l'OTAN. Qu'est-ce qu'on fait ? Deuxième point, c'est un endroit idéal pour surveiller, et c'était ça sur le point sur lequel les Américains avaient investi, les missiles balistiques, l'alerte avancée pour les missiles balistiques. Et puis, il y a tout l'intérêt d'être positionné dans un endroit qu'on n'a pas besoin de conquérir, puisqu'il fait partie intégrante de l'OTAN. Donc oui, moi je crois que le Groenland, c'est un vrai sujet, et c'est pas parce que l'orage semble passer qu'il faut rien faire. Alors évidemment, à quelle échelle il suffit. Je ne pense pas qu'il faille des milliers et des milliers de troupes, c'est pas ça, mais primo, améliorer la réactivité, secondo, bien définir ce qu'on peut en faire, et je pense que dans le cadre de constitution de capacités antibalistiques pour l'Europe, ça c'est intéressant. Il faut cette aptitude à avoir des grands radars et pouvoir suivre. L'espace aussi, surveillance spatiale à basse d'orbite basse, et ça il y en a de plus en plus. Donc, et sans parler des enjeux qui sont plus ressources naturelles et autres, et puis évolution. Donc, c'est quand même pour l'instant, c'est un bénéfice d'avoir le Groenland dans notre escarcelle, et il ne faut surtout pas qu'il en sorte. Et puis, peut-être montrer à M. Trump qu'on est capable, nous aussi, de faire quelque chose pour le Groenland, mais l'ayant oublié, on lui a ouvert une porte, c'est vrai. Oui, alors, j'allais dire, l'ayant oublié, certes, les pays européens de l'OTAN, mais les États-Unis aussi, comme vous le disiez, un accord de 1951 dans lequel ils pouvaient faire à peu près ce qu'ils voulaient. Ils ont considéré qu'il fallait démanteler toutes les bases et en garder qu'une seule, donc ils sont un peu fautifs aussi. Oui, bien sûr. Et puis, quand on regarde la carte, il y a deux sujets, en fait. Il y a le sujet d'alerte avancée, vous avez très bien défini, et puis il y a le couloir du Nord-Est. Ouais. Et ça, avec le changement climatique bien actuel, sûr. ce couloir qui aujourd'hui est quasiment libre 4 mois par an pourrait devenir Bien 6 sûr. à 8 mois. Et compte tenu du fait que l'OTAN verrouille la mer Baltique depuis que la Suède et la Finlande ont rejoint l'OTAN, que la mer Noire est verrouillée entre la Turquie et les autres pays de l'OTAN, je pense à Roumanie, Bulgarie, Grèce, etc., eh bien, c'est la seule mer par laquelle les Russes, Bien sûr. Mourmansk, pourraient passer, voire, c'est le point clé, c'est que c'est un passage beaucoup plus rapide pour les Chinois, on gagne 40% du temps par Bien rapport sûr. au reste Non, mais des mers. les enjeux Donc, sont considérables. Il y a des enjeux qui se Bien sont sûr. accrus. Ah oui, bien sûr. Et moi, ce que j'en ai compris, c'est que, évidemment, la façon cow-boy de président Trump a réveillé un peu tout le monde. Au passage, les Européens se sont mis à faire des exercices
voir le porte-avions Charles de Gaulle qui est allé à Malmö, qui était pour aller dans l'Atlantique Nord. Donc, tout le monde s'est réarticulé un peu autour de ça, mais le sentiment que j'ai, c'est qu'à bas bruit, on n'en parle pas, mais les accords sont appliqués, la base américaine va être probablement agrandie, peut-être qu'il y en aura une deuxième, une troisième, et quand tout est de cause, il faut que ça rentre globalement dans la défense de l'OTAN. Comme vous le disiez, il y a un autre pays qui est très intéressé, c'est le Canada, parce que NORAD, c'est quand même la défense nord du continent américain, et les Canadiens ont une position clé dans ce domaine-là. Mais je suis totalement d'accord. Et pour compléter ça, je reviens sur ce que j'ai dit, mais les Européens, en tant que tels, ont un intérêt à être présents, me semble-t-il, au Groenland, et à construire des capacités complémentaires, intégrées, séparables mais non séparées, comme je viens de le dire, mais pour montrer qu'ils sont là, qu'ils sont chez eux, et puis peut-être redonner au Groenland une petite couleur européenne. Oui, tout à fait. Alors, quand on regarde cette carte, c'est intéressant parce que c'est une projection nord qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais. Et quand on parle, par exemple, de la proximité de la Chine avec l'Europe, eh bien, quand on voit cette carte, on regarde bien Shanghai, Rotterdam, eh bien, c'est la route du nord-est qui le permet, sachant que la route du nord-ouest qui passe au large du Canada est beaucoup moins pratique parce qu'il y a plein d'îlots, il y a plein d'icebergs. Et là, il y a bisbille entre le Canada et les États-Unis. Et exactement, pour des raisons écologiques en particulier. Les Canadiens ne veulent pas qu'on fasse passer des gros pétroliers par cette zone-là. Alors, moi, je voudrais aborder le deuxième point, qui est le point... Alors là, je m'adresse à un aviateur. Je suis totalement dans mon incapacité dans ce domaine-là de le traiter. Il n'y a pas très longtemps, un projet majeur, France-Allemagne, qui était le SCAF, qui a été arrêté pendant des mois, j'allais dire peut-être des années même. On a discuté, on va le faire, on va pas le faire. Il y a un problème, bien sûr, d'État là-dedans, entre l'Allemagne et la France, mais aussi un problème d'industriel, entre Dassault et Airbus. Et maintenant, ce projet a été arrêté. Donc, ma question, c'est comment on va maintenant penser le futur. Alors, je ne parle pas pour la France du Rafale-5, qui est en voie de progression, mais globalement, comment on va pouvoir voir, parce qu'on voit bien qu'un des échecs de la Russie aujourd'hui en Ukraine, c'est que le ciel ukrainien est toujours ukrainien, que les Russes n'ont pas été capables d'exporter leur puissance aérienne, et que donc la puissance aérienne demeure un effet majeur de capacité. Alors on voit à l'inverse qu'en Iran, la puissance aérienne, qu'elle soit sur les porte-avions ou terrestres américaines, n'a pas réussi à faire basculer non plus les choses. Mais c'est quand même un élément, j'allais dire, nécessaire, peut-être pas suffisant, mais nécessaire. Oui, là, on peut discuter sans cesse, mais moi, je fais partie de ceux qui ont toujours pensé comme ça, que c'était plus nécessaire que jamais et que ça évoluait vite. Et donc, il fallait là aussi s'adapter. Et que ça ne pouvait pas être suffisant quand on voulait atteindre des objectifs plus politiques, plus stratégiques. Mais pourquoi, à ce stade, ce projet est un échec ? Ce n'est pas complètement un échec, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus, et des pays, pour définir ce que ça pouvait être, ce système de combat aéroporté. Moi, j'y ai pris ma contribution dans ce projet, parce que mon idée, c'était de dire l'avenir ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. L'aviation de combat, c'était vraiment une conviction profonde que j'avais, même avant d'être chef d'état-major de l'armée de l'air. C'est pour ça que je prônais pour l'avènement des drones progressifs, et que ça ne s'est pas produit tout à fait aussi bien qu'on aurait voulu. Mais c'était se dire l'avenir ne sera pas... Il n'est pas inscrit, ce n'est pas possible qu'on se plonge en 2035, 2040, mettons, et qu'on ait en tête un futur avion de combat tel qu'on les a conçus jusqu'à maintenant, fut-il de nouvelle génération, parce que tous les éléments sont réunis pour qu'on mette beaucoup plus l'accent sur ce qui produit les effets, ce qu'on appelle les effecteurs. Aujourd'hui, des drones, des missiles de croisière, tout ce qu'on est en train d'imaginer, les roquettes, des machins, c'est-à-dire des systèmes efficients, c'est-à-dire à la fois efficaces, mais aussi en termes de rapport coût-efficacité, et qu'on puisse produire en nombre. Et imaginer
le ciel du futur, hein, jusqu'à l'espace pratiquement, avec des plateformes comme ça. Moi, en tout cas, j'ai toujours pris soin de ne pas identifier ce système de combat aérien comme étant un chasseur de 6, 7, 8, 10e génération. Je ne crois pas que ce soit comme ça qu'il faille faire, c'est ma conviction profonde. C'est-à-dire, on va bâtir sur ce qu'on sait faire aujourd'hui, on a su créer des échanges, on essaye d'être les plus efficaces possibles, pas encore assez efficients. Comment on va créer dans ce nouveau monde où il y aura beaucoup d'intelligence artificielle, donc beaucoup d'autonomie pour les différentes plateformes. Cette autonomie, elle devra répondre quand même aux impératifs d'un objectif qui sera fixé par nos stratèges, et souhaitons qu'il reste humain, on verra. Mais en tout cas, qu'à un moment ou à un autre, le chef de guerre, ses subordonnés, puissent avoir cette aptitude à produire des effets, quel que soit l'outil qui est utilisé, parce qu'à un moment donné, il sera plus adapté qu'un autre, et prendre l'ascendant, et c'est ça qui est important, prendre l'ascendant sur l'adversaire en permanence, c'est-à-dire dans cette guerre cognitive, en quelque part, où le temps s'accélère, être en mesure de prendre des décisions. Donc, le système de combat aérien futur, on peut le concevoir très différemment de celui dont la voie a été prise parce qu'on n'était pas très inventif, parce qu'il y avait des intérêts, il faut dire les choses. Mais je pense qu'on aurait gardé cet état d'esprit, et pourquoi pas le ressusciter sous une autre forme, de se dire, ce qui est important pour l'avenir, c'est d'avoir des systèmes qui soient cohérents, interopérables, qu'on réfléchisse en même temps, qu'il y ait des interactions entre différentes intelligences artificielles des hommes pour les faire fonctionner, mais qu'on garde à l'esprit que tout ça, ce sont des éléments d'un système qui doit produire une certaine efficacité au niveau unitaire ou au niveau collectif. Bon. À partir du moment où, et pour prendre cette image au Salon du Bourget qui a succédé à la décision de lancer le système de combat aérien futur, on a voulu, à toute fin utile, présenter une maquette, ce qui était sympathique. Je pense qu'on a perdu, c'est un détail, mais on a perdu l'esprit de ce que devait être ce système. En fait, ce n'était pas une maquette, il fallait présenter, c'était des grands tableaux avec des effecteurs partout, et de se demander où était l'intelligence, où on allait positionner. Alors c'est difficile pour un pilote de chasse, hein, je ne dis pas le contraire, mais je prenais aussi je prenais les drones. Moi, ça ne m'a jamais choqué d'inventer. Nos prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé la puissance aérienne du futur, ils n'ont pas eu peur. Ben, nous, on ne devrait pas avoir peur, ça ne devrait pas nous arrêter. Maintenant, c'est vrai, il y a des intérêts industriels, et c'est le vrai sujet, parce que là, c'est très clairement le court et le moyen terme versus le long terme. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté. On a su réaliser ça. Quand de Gaulle, après la 4e République, a décidé de lancer vraiment notre composante de dissuasion, on a construit un avion comme le Mirage 4. Alors là, c'était un avion, mais c'était quelque chose qui sortait complètement de nos normes. Ce n'était pas un avion de combat en soi, qui serait toujours, à mon avis, assez performant aujourd'hui, d'ailleurs. Et on l'a développé encore en 5 ans. Donc, si on n'est pas capable de trouver les plateformes, autre élément, dans la modernisation de l'aviation de combat et de la puissance aérienne, les Américains se sont lancés dans la rénovation du B-52. B-52, le dernier qui volera, il aura 100 ans. Mais ce n'est pas l'extérieur qu'il faut regarder. J'espère que ça tient la route, et je fais confiance aux Américains. Mais c'est l'intérieur. C'est une plateforme hyper intelligente. Et ils vont avoir avec ça, non seulement de l'armement embarqué, mais cette aptitude à diriger les effets. Vous voyez, je prends... Est-ce que... Je ne dis pas que le système de combat aérien futur, c'est l'Airbus. Ça sera à 400M. Un jour, j'ai dit ça, mal m'en a pris. Mais pourquoi pas? Tout ce qui peut transporter aujourd'hui des effecteurs, c'est utile, c'est pratique, c'est efficace. Donc voilà, c'est pour expliquer longuement. C'est une différence de temporalité, de vision de l'avenir, sachant que nous, en France, effectivement, on a la saga bien bénéfique et dont on peut être fier du Rafale. J'y ai modestement contribué au fil des standards qu'on a définis. Mais je pense vraiment qu'il faut réinventer l'avenir de la puissance aérienne. Les Ukrainiens nous y incitent. Le conflit en Iran aussi, on voit bien qu'il y a un moment donné où la puissance aérienne elle peut s'exercer de différentes natures. Il faut la rendre plus efficace, peut-être moins coûteuse. On ne peut pas avoir des spirales, c'est vrai dans tous les domaines, mais
il faut que ça soit abordable pour un certain nombre de pays qui puissent s'intégrer à un système comme ça. C'est-à-dire que la clé du travail des forces de l'OTAN, c'est l'interopérabilité. Il faut qu'ils puissent continuer à travailler ensemble. Si on crée des murs, là, l'Alliance perdra des murs technologiques, des murs de normes. L'Alliance perdra de son efficacité. Et est-ce que dans ce sujet spécifique de l'avion, mais qui peut être également le problème du char, hein, par exemple, Cavalier, je pense plutôt au char, c'est qui est le leader là-dedans entre l'industriel, qui derrière a quand même des idées financières, hein, de pouvoir vendre son produit, et puis le concepteur qui dit, bah écoutez, faut qu'on dépasse ce stade-là et qu'on passe à tout à fait autre chose. La 400M, vous l'avez cité, j'ai compris qu'aujourd'hui, on est en train d'étudier effectivement sa capacité à être une plateforme dans laquelle il y ait d'autres moyens. Donc, quel est le poids respectif des deux? Parce que j'ai le sentiment que l'industriel, et je ne parle pas seulement de Dassault, hein, il y a Saab, il y a tous les autres, ou Airbus, hein, ont un poids considérable qui est parfois un frein à l'innovation. Ou est-ce qu'il peut être un porteur d'innovation pour aller encore plus loin? C'est un porteur d'innovation, l'industriel, sinon il meurt. Dassault est un formidable instrument, si je peux m'exprimer ainsi, avec tout le respect, vraiment, comment dirais-je, l'orgueil et la fierté que nous inspire une société aussi capable. Je me souviens du temps où on m'expliquait que le Rafale était l'avion le plus cher du monde, qu'on le vendrait nulle part. Je disais, mais attendez, et pourquoi on va le vendre, cet avion? Parce qu'on l'a conçu ensemble. C'est là que j'en arrive peut-être à une partie de la réponse. Il a fallu... Comparaison n'est pas raison, mais l'histoire nous apprend des choses intéressantes. L'aviation de combat, elle était fondée sur des piliers. On avait des avions qui étaient spécifiques pour une mission. Une petite musique qui semble assez proche de ce qu'on vit aujourd'hui. Pour des missions, on avait le Mirage 2000 qui faisait la mission, très bien, la mission nucléaire. On fait beaucoup de défense aérienne, le Mirage F1C, le Mirage 2000, tout ça. Et on s'est dit, en se mettant vraiment autour de la table, et on n'a pas accouché de ça par hasard, que le temps de la polyvalence arrivait. Il fallait y croire. Les autres n'y ont pas cru. Le Eurofighter n'est pas, et c'est ce qui entraîne un peu sa mort, n'est pas polyvalent. Le F-35, il l'est en partie, mais pas complètement. L'idée, c'est de se dire, on aura l'aptitude à générer des systèmes d'information qui permettront, et l'aptitude à définir une plateforme qui le permette de s'adapter en fonction du besoin progressivement. Et c'est comme ça qu'on a inventé les différents standards, en prenant conscience que la transformation numérique était en train de prendre le pas et qu'il fallait l'utiliser et ne pas résister à cette transformation numérique. Et c'est comme ça qu'on en arrive au F4, voire au F5. Mais dans cet esprit-là, je crois qu'il faut vraiment qu'on se mette autour de la table, se remettre autour de la table pour garder l'esprit du système, mais en s'abstenant, pour l'instant en tout cas, du problème de la plateforme. Il viendra en temps utile. Quelle est la plateforme apte à piloter tout ça? Il va se passer des tas de choses dans l'espace aussi. Moi, je pense que ça serait... et reprendre des discussions de cette nature-là avec les différents industriels européens, définir le système des systèmes au niveau européen, ça a du sens. Après, chacun pourra agréger ce qu'il sait faire, ce qu'il veut faire. Le pire, c'est que ça soit la débandade et que chacun fasse de son côté. J'ai entendu qu'effectivement, la Grande-Bretagne, le Japon et l'Italie, je crois, travaillent ensemble. Vous allez voir, moi, je prends des paris aujourd'hui, ils aboutiront à la même réponse. Oui, j'ai compris que Dassault s'était rapproché de SAP pour travailler ensemble. Oui, parce que... Donc, effectivement, il y a un moment où... Et vous avez raison, c'est là... on revient au cœur du sujet de notre émission, hein, c'est que le cœur du sujet, c'est l'OTAN, la coordination, la capacité de travailler ensemble pour défendre nos intérêts. En tout cas, merci beaucoup, mon général, d'avoir fait ce premier podcast sur l'OTAN, et je suis ravi que vous ayez pu faire partager toute votre expérience qui est très riche sur ces différents sujets qui soient globaux avec l'OTAN, l'Union européenne, la menace, mais aussi le Groenland et les avions futurs. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli. J'ai trouvé ça passionnant. Merci.